Le Sénégal, premier pays à se doter de la carte d'identité biométrique de la CEDEAO. Cette pièce permettra aux populations des États membres de se mouvoir dans l'espace et servira également de carte d'électeur. Déclaration du chef de l'exécutif, le président Macky Sall a procédé ce matin au lancement officiel de cette carte. Désormais, les Sénégalais peuvent aller dans les préfectures et sous-préfectures afin de disposer de cette carte multifonctionnelle qui va remplacer les anciennes cartes à partir du 31 décembre prochain. Les précisions d'Ababakar Sadertop. C'est officiel. La carte d'identité biométrique CEDEAO vient d'être lancée par le président de la République. Une carte à puce qui répond aux normes sécuritaires avec de multiples fonctions. Je dois me réjouir du fait que le Sénégal est le premier pays de la CEDEAO à mettre en œuvre la décision des chefs d'État et de gouvernement de doter les citoyens de la CEDEAO de cette carte CEDEAO, carte d'identité nationale biométrique de la CEDEAO. Et c'est la CEDEAO elle-même qui a donné les spécifications en matière de sécurité et de sûreté, mais aussi les informations principales qui doivent se retrouver dans la carte d'identité. Appel est lancé aux citoyens pour qu'ils aillent dans les préfectures et sous-préfectures afin de disposer de cette carte gratuitement. Je voudrais encore une fois, pour terminer, appeler tous les citoyens à saisir cette opportunité qui pour le moment est gratuite. Que j'ai décidé que nous devons, dans un horizon temporel limité, d'ici 6 mois, permettre à l'ensemble des citoyens qui le désirent de disposer gratuitement de la carte d'identité biométrique CEDEAO et donc de la carte électorale. Le Sénégal est le premier pays dans l'espace CEDEAO à mettre en œuvre cette carte valable dans tous les pays de cette zone. Cette révolution technologique intervient dans un contexte sécuritaire spécial marqué par la lutte contre le terrorisme. La carte d'identité biométrique CEDEAO contient des données personnelles pour chaque individu détenteur de cette pièce. Cette fois, ces données sont confiées à une entreprise locale, ce qui pousse le président de la République à encourager le secteur privé national à postuler davantage afin que leur présence soit plus régulière dans les marchés de l'État. Voici le président Macky Sall. L'équipe Iris, la société Iris qui a fait ce travail, est une société connue dans le monde et qui déjà depuis 2007 au Sénégal faisait les passeports biométriques. Elle a aussi travaillé avec une équipe sénégalaise, Synopsis, et je dois féliciter cette dernière parce que c'est elle en réalité qui gère les données des Sénégalais dans notre pays. Ça c'est extrêmement important qu'on ait une société sénégalaise de référence qui traite nos données personnelles. Et je pense que c'est une mesure essentielle. Je tenais à remercier les acteurs qui ont travaillé avec ces compagnies. Je sais que aussi d'autres Sénégalais ont amené Iris et travaillent avec Iris. Tout cela montre le dynamisme de notre secteur privé national que je tiens à féliciter à travers ce geste très important. Je l'annonçais en début d'édition, désormais les centres d'État vont être tous numérisés. Le lancement officiel de l'opération s'est tenu ce matin au ministère de la Gouvernance locale. Le programme de modernisation de l'État civil, financé par l'Union européenne, se chiffre à un peu plus de 3 milliards de francs CFA. Une équipe de 120 contractuels a été mobilisée pour exécuter l'opération. Mansour Sow nous en dit plus. Le directeur de cabinet du ministre de la Gouvernance locale et le délégué de l'Union européenne donnent ainsi le coup d'envoi du lancement officiel de l'opération de numérisation des centres d'état civil du Sénégal. Un projet financé à hauteur de 3,3 milliards de francs CFA par l'Union européenne. La mauvaise tenue des registres, l'insécurité des lacs locaux, l'inadaptation des matériels de conservation, les conditions climatiques, etc., justifiant le recours à l'archivage électronique des documents d'état civil afin de mieux les sécuriser. Au cours des 6 prochains mois, une équipe de 120 contractuels, dont 60 archivistes et 60 vacataires, vont sillonner les 14 régions du pays. Archivistes et vacataires en numérisation, vous êtes 120. 120 à avoir été retenus sur une longue liste de
candidat. Et cela témoigne de votre aptitude à mener à bien les tâches qui vous sont confiées. Ces jeunes seront dans les centres d'état civil pour scanner et indexer tous les actes qui serviront à créer une base de données nationale sur l'état civil de la population sénégalaise répartie aujourd'hui dans les 689 centres d'état civil sur toute l'étendue du territoire national. Si par exemple le processus arrive à son terme, quelqu'un qui est né à Ziguinchor ou n'importe où au Sénégal, on pourra retrouver son acte d'état civil au niveau du centre national d'état civil, ici. Parce que l'objectif c'est la centralisation. Centralisés parce que non seulement les actes seront numérisés, mais ils seront indexés avec des méthodes de recherche par le nom, par le prénom ou bien par le nom du père, etc. ou par la date de naissance. On peut effectivement retrouver un acte. Le PAMEC, programme d'appui à la modernisation de l'état civil, est un ambitieux projet du gouvernement du Sénégal financé par l'Union européenne. Avec la numérisation de tous les actes d'état civil, les citoyens vont bénéficier davantage d'une amélioration concrète des services qui leur sont fournis. Un mot d'économie dans ce journal. Le ministre du Commerce pour la promotion des petites et moyennes entreprises au Sénégal. Pour cela, l'UNSA rappelle à la création d'un dispositif tripartite entre le secteur privé, l'État et les banques. Il prenait part à la 5e édition du forum organisé par la section sénégalaise du Club Afrique Développement du groupe Attijari Wafa Bank. Le ministre du Commerce salue l'action de cette institution financière. Aliou Sarr en a profité pour annoncer la nouvelle loi sur les PME en cours de finalisation. Nous l'écoutons au micro de Lustina Sagna. Je voulais vraiment féliciter la CBAO et le Crédit du Sénégal d'avoir pris cette initiative où une banque privée a une confiance absolue au plan Sénégal émergent et décide sur les secteurs identifiés dans le plan Sénégal émergent comme étant les secteurs porteurs de croissance de pouvoir mettre son argent, de pouvoir accompagner des entreprises. Et nous avons aujourd'hui dans cette salle beaucoup de PME qui sont accompagnées par cette banque. Cette loi accompagne la PME dans plusieurs domaines. Sur le plan du financement, c'est lui permettre justement d'accéder aux instruments de financement créés par l'État. Mais cette loi également crée ce qu'on appelle le statut de l'entrepreneur, qui permet à toute personne qui exerce des activités commerciales avec un chiffre d'affaires de moins de 30 millions de pouvoir bénéficier d'ensemble de services d'accompagnement gratuit de l'État. C'est également toute entreprise qui fait des prestations artisanales avec un chiffre d'affaires de moins de 20 millions de pouvoir également bénéficier de l'ensemble de ces services d'accompagnement de l'État. Et enfin, ce statut de l'entrepreneur permet à un prestataire de services quelconque, avec moins de 10 millions de chiffre d'affaires, de pouvoir bénéficier de l'accompagnement et de l'appui de l'État. L'objectif justement de cette partie de la loi concernant le statut de l'entrepreneur, c'est de pouvoir sortir du secteur informel l'ensemble de ces PME, justement, qui n'ont pas un chiffre d'affaires important, mais qui ont besoin d'être formalisés, d'être connectés aux chaînes de valeur mondiale. Parlons politique. L'opposition sénégalaise en ordre de bataille, réunie autour de la coalition Manko Wattu Sénégal, elle a décidé de porter plainte contre Aliou Sall et les sociétés impliquées dans l'affaire du pétrole. Selon ses leaders, le Sénégal a perdu 600 milliards dans ce dossier, ce qui constitue pour eux un dommage pour le peuple. Ils invitent le frère du chef de l'État à s'expliquer. Ils ont fait face à la presse ce lundi et c'était en présence de Côte d'Indjay. Le Sénégal a perdu 600 milliards de francs CFA dans le dossier du pétrole. Révélation faite par Manko Wattu Sénégal. Mamadou Lamine Diallo et ses camarades ont dénoncé ce qu'ils considèrent comme une nébuleuse dans ce dossier. 600 milliards de francs CFA au moins, voilà ce que nous avons perdu. Parce que Timis Corporation, que personne ne connaît, et je reviendrai là-dessus, à 30% des actions dans cette affaire, à 30% de notre gaz, à 30% de 450 milliards de mètres cubes de gaz, ça fait 135 milliards de mètres cubes de gaz. L'opposition juge insignifiant les 10% de l'État du Sénégal dans l'exploitation du pétrole. Pour elle, cela est dû à l'implication de la famille présidentielle dans cette affaire. Petrotim est allé négocier avec Timis Corporation en lui vendant ses actifs. Et le gouvernement dit, là-bas, il n'y a pas de plus-value, il n'y a pas de fiscalité. Et c'est pourquoi nous disons que le président Macky Sall a permis la spoliation, parce que c'est une spoliation, aujourd'hui, du peuple sénégalais de 135 milliards de mètres cubes de gaz au moins. Et ça, c'est au moins 600 milliards de francs CFA. Malik Gakou et ses camarades comptent déposer une plainte contre X, mais aussi contre Aliou Sall et toutes les sociétés impliquées dans cette affaire dans les prochains jours. Manko Wattu Sénégal prend ses responsabilités et va porter plainte. Ah oui. Nous allons porter plainte contre X pour enrichissement sans cause, pour spoliation du peuple sénégalais. Et nous allons porter plainte contre qui?
Franck Timis, Alioune Sall, M. Wong, au moins, nous le savons très bien qu'ils sont impliqués dans cette affaire. Nous allons aussi porter plainte contre Cosmos Energy. L'opposition a égrené un chapelet d'irrégularités qui entache la loi portant création de sociétés dans l'affaire du pétrole et du gaz. Pour elle, les intérêts du Sénégal ne sont pas très bien défendus dans ce dossier. Manko Wattu Sénégal a décliné l'invitation du ministre de l'Intérieur pour le lancement de la carte d'identité biométrique de la CEDEAO. Ses membres jugent cette invitation tardive. Selon eux, cet acte constitue un manque de considération à leur égard. Toutefois, l'opposition a décidé de maintenir sa marche du 14 octobre prochain avec ou sans autorisation. Malik Gakou, que voici. Cette marche, nous allons la faire quoi qu'il advienne. Nous n'allons pas laisser le gouvernement violer la Constitution en nous interdisant de marcher. Nous avions dit tantôt que nous sommes une opposition responsable. Et c'est en toute responsabilité que nous avons l'obligation de faire respecter la Constitution du Sénégal et par le gouvernement et par l'ensemble des citoyens. C'est pourquoi nous voulons avertir le gouvernement sur les menaces qui peuvent peser sur cette marche. Nous avons reçu tout à l'heure des coups de téléphone pour la plupart d'entre nous du préfet de Dakar, nous invite à demain à la cérémonie de lancement de la carte d'identité biométrique. Nous avons dit que nous sommes une opposition responsable et c'est en toute responsabilité que notre front a décidé de ne pas participer à cette cérémonie. Bravo, bravo. Et que nous pensons que pour le Sénégal et pour des questions aussi importantes, nous devons nous asseoir autour de la table de concertation pour indiquer les voies et moyens les plus appropriés à même d'avoir un processus électoral apaisé, processus électoral qui devrait nous conduire vers des élections libres, démocratiques et transparentes. Le chapitre éducation, nouvellement élu à la tête du secrétariat national exécutif du syndicat autonome des enseignants du moyen secondaire, Saourou Sène a présenté ce matin sa nouvelle équipe et décliné sa feuille de route. Le suivi de la mise en œuvre des accords et engagements figure au cœur de son programme de lutte syndicale. Le SAEMS interpelle l'État pour la matérialisation des accords pour une année scolaire apaisée. Elhadj Moussabé était sur place. Investi secrétaire général du SAEMS-CUSEMS lors du dernier congrès du syndicat d'enseignement, le successeur de Mamadou Lamine Dianté a présenté sa nouvelle équipe, bureau qui entend s'inscrire dans la continuité pour le respect des engagements et accords signés avec le gouvernement. Il est regrettable de constater qu'en ce qui concerne les lenteurs administratives, malgré la massification des dépôts des dossiers, le projet de numérisation et de dématérialisation de la fonction publique initialement prévu en juin 2015 n'est pas encore effectif. Le niveau de matérialisation des accords est jugé insuffisant par l'organisation syndicale qui informe de l'insatisfaction du corps professoral. La lancinante question de l'indemnité de logement des enseignants est jusque-là volontairement ignorée par le gouvernement du Sénégal, nonobstant son caractère fédérateur et les engagements clairs pris dans le procès-verbal du 30 avril 2015. Ce bref survol du niveau de matérialisation des accords justifie à suffisance l'insatisfaction accrue des enseignants. Cependant, avec les concertations partenariales dont la plus récente est celle tenue à Saly avec l'ensemble des acteurs de l'éducation et le gouvernement, l'espoir est permis, mais... Malgré cette démarche préventive, l'école sénégalaise a connu l'une de ces crises les plus aiguës durant l'année scolaire écoulée. Pour dire que s'il est obligatoire d'agir concomitamment sur d'autres leviers pour assurer la pacification du système éducatif. L'état des lieux sur les stocks des mises en solde, la mise en place d'un dispositif transparent de paiement des rappels, plus de nouvelles questions liées à la réduction des budgets des établissements demeurent de vives préoccupations du SAEMS-CUSEMS. Le concept Ubitei Djangitei ne pourra pas être effectif sur toute l'étendue du territoire national. C'est la conviction du secrétaire général du SAEMS-CUSEMS. Selon lui, à quelques heures de la rentrée scolaire, des manquements sont notés dans certaines localités du pays, ce qui fait selon lui que le slogan ne sera pas respecté car ayant des préalables à ajuster. Pour plus de détails, suivons les explications de Saourou Sène au micro de notre reporter. Ubitei Djangitei, je crois que c'est un concept mobilisateur, dans la mesure où il y a des préoccupations réelles qui font que le Ubitei Djangitei ne peut pas être aussi effectif qu'on le pense. Je donnais l'exemple
de ces abris provisoires que nous avons à l'appel sur l'ensemble du territoire national. Si nous n'arrivons pas à résorber définitivement ces abris provisoires, il est illusoire de croire qu'il pourra y avoir un Ubité Djangtei. Qu'est-ce que vous faites des élèves de Niakhar qui étaient dans des abris provisoires l'année dernière? L'hivernage passant par là, il n'y a plus rien sur place. Ces élèves-là, il va falloir attendre que le monde paysan termine les récoltes, qu'on puisse reprendre encore les tiges de mil et autres pour pouvoir refaire ces abris provisoires. Si vous dites à ces écoles ou à ces élèves-là que demain vous allez à l'école commencer vos études, c'est se moquer d'eux. Et c'est la raison pour laquelle je crois que tant que nous ne réglons pas définitivement la question des abris provisoires, il va sans dire que Ubité Djangtei sera une réalité pour certains, mais ça ne pourra pas être une réalité pour tous les élèves du Sénégal. Intéressons-nous à présent aux dépenses des parents d'élèves en cette période de rentrée des classes après la fête de la Tabaski. Place aux préparatifs pour l'ouverture des classes, une période jugée pénible par les parents d'élèves. Ils dénoncent la cherté des manuels scolaires et interpellent l'État à leur venir en aide. Ces parents d'élèves décrient également le manque de dialogue entre l'État et les enseignants. Le sujet est signé Abigail. Les parents d'élèves dénoncent la cherté du manuel scolaire à quelques heures de la rentrée des classes. Ils invitent l'État à les venir en aide. Les fournitures scolaires sont chères et les parents parviennent difficilement à l'acheter. Vraiment, les temps sont durs. Il faut que l'État nous vienne en aide en offrant aux élèves du matériel scolaire. La scolarité, non seulement elle est chère, mais c'est avec la disparition et la confiance que les parents avaient à l'école publique, ça pose un problème. Qu'est-ce qu'il faut faire? On ne peut plus maintenant faire confiance à l'école publique, on n'a pas les moyens de s'adresser à l'école privée. Voilà un dilemme cornélien que nous devons résoudre. Donc l'État doit être assez généreux pour pouvoir trouver un juste milieu. Ces parents d'élèves décrient également le manque de dialogue entre l'État et les enseignants. Nous les parents d'élèves, ce que nous pouvons déplorer, c'est que c'est le manque de dialogue qui sévit entre les professionnels de l'éducation et l'État. Il ne faudrait pas que chacun tire sur la corde parce qu'elle va finir par se casser. Et quand la corde se cassera, ça sera au détriment des élèves. Et quand il détriment des élèves, au détriment des parents d'élèves. Vous le savez, une grève qui dure plus de 3 mois avec comme conséquence des élèves qui n'apprennent rien à l'école, c'est vraiment déplorable. Après la fête de Tabaski, l'heure est au préparatif de la rentrée des classes chez les parents d'élèves. Une période jugée pénible par ces derniers, ils interpellent du coup l'État à alléger leurs souffrances. Vous l'avez sans doute constaté, un cheval de Troie, logiciel malveillant s'est introduit ces derniers temps dans les réseaux sociaux, Facebook en particulier. Il vous envoie un lien redirigé vers une autre page. Sachez qu'il s'agit d'une pure arnaque. Pour éviter toute mauvaise surprise, un certain nombre de comportements est recommandé aux internautes. Pour vous aider à mieux comprendre, suivez les explications de Basile Niane, un social manager média au micro de Mansourso. La création de ce virus qu'on appelle virus de Troie, qui est souvent un virus qui a été créé par des pirates qui ont l'intention de faire du mal à un internaute. Donc l'idée c'est de tromper l'utilisateur du réseau social Facebook surtout, où il y a à peu près 1 milliard d'utilisateurs. Donc on vous envoie un message via Messenger de Facebook en vous disant il faut cliquer sur un lien qui montre la photo d'une personne, de votre ami par exemple, avec un lien en bas. Maintenant, si vous cliquez sur cette photo-là ou sur le lien-là, le lien vous renvoie vers un autre site internet. Ce site-là, on vous demande de télécharger une extension pour pouvoir, en quelque sorte, télécharger une vidéo, par exemple. Donc, c'est des techniques de tromperie qu'on utilise souvent. Et le malheur en est qu'ici, au Sénégal, par exemple, les gens qui utilisent Facebook ne sont pas trop sensibilisés dans ce sens-là. Il suffit simplement, s'ils voient un message qui est envoyé par un ami, ils pensent que c'est vrai. Donc ils cliquent directement, ils vont vers un lien qui n'est pas du tout bien. Donc ce qu'il faut, c'est vraiment ne pas cliquer sur ce lien. Parce qu'une fois que vous cliquez sur ce lien, le pirate aura accès à votre compte. C'est-à-dire, il peut, en quelque sorte, prendre votre mot de passe,
récupérer votre compte Facebook, vous n'aurez plus accès à votre compte, ou surtout vous demandez des pop-up, vous envoyez des fenêtres, c'est des fenêtres qui permettent aux pirates de pouvoir récupérer des mots de passe, mais surtout vous poussez à faire des achats. Nous changeons de registre. La candidate à l'élection présidentielle 2017 en France, Ramayad, a séjourné dans notre pays. Elle se dit optimiste sur l'issue de ce scrutin. Selon l'ancienne secrétaire d'État sous le régime de Nicolas Sarkozy, la France est un pays suffisamment ouvert pour élire une femme qui ressemble de plus en plus à la société française. Interpellée sur les accords de partenariat économique, Ramayad estime que les acteurs doivent clarifier les termes de référence. Ibrahim Fall a pris part à la rencontre. Sénégalaise, Ramayad a commencé sa visite en Afrique par le Sénégal. Ensuite, elle se rendra en Côte d'Ivoire. Visite qui entre dans le cadre de la pré-campagne en vue de l'élection présidentielle en France. Elle se dit préoccupée par l'avancée des mouvements terroristes dans l'Hexagone. Le résultat de tout cela, de ce système très productiviste, finalement, a été de déclasser la France comme puissance agricole, passer de la première à la 5e. Les agriculteurs français sont de fait très inquiets. Et je ne suis pas sûr qu'ils seraient favorables à un abaissement des tarifs douaniers ou des douanes des obstacles non tarifaires qui aujourd'hui sont en discussion parce qu'ils ont peur aussi d'une concurrence contre laquelle ils ne pourraient pas faire face. Concernant les accords de partenariat économique, la future adversaire de Hollande pense que toute la vérité n'a pas été dite. La question ne se situe pas seulement là. Tout le débat autour de l'islam, sa compatibilité ou non avec la République, ses valeurs, avec la laïcité, est un débat passionnant, mais c'est aussi un débat qui donne aux pompiers pyromanes un rôle incendiaire. Et donc il faut être très prudent dans une période comme ça. Daesh, qui est commanditaire de la plupart de ces attentats, n'attend qu'une chose, c'est que les fractures internes de la société française se creusent. Donc il ne faut pas leur donner cette satisfaction-là. Donc c'est une épreuve, clairement, pour la nation française. Il y a beaucoup de problèmes à régler, beaucoup de défis à relever, un calendrier à préciser, beaucoup d'États qui sont engagés, qui n'ont pas forcément les mêmes intérêts, des deux côtés d'ailleurs, de la Méditerranée. Nous avons une situation en France qui est très difficile pour les agriculteurs français. Ce sont des agriculteurs qui ne vivent pas de leur travail et ils le regrettent. On les a obligés à vivre des subventions de la PAC. Ce système ne pourra pas durer, ils le savent. Ils sont très inquiets. Ramayad veut présider aux destinées de la France. Son objectif principal est de réconcilier la nation française avec elle-même. Il est important que... Du sport éliminatoire mondial 2018, les Lions ont effectué leur premier galop d'entraînement ce lundi au stade Léopold Senghor. 15 joueurs étaient présents lors du premier regroupement. Les 9 autres vont rejoindre la tanière ce mardi, selon l'entraîneur de l'équipe nationale du Sénégal. Toutefois, Aliou Cissé rassure quant aux préparatifs en vue du match entre le Sénégal et le Cap-Vert du 8 octobre prochain. Ousmane Ba a assisté à l'exercice. Pour le premier galop d'entraînement en direction du match de samedi contre le Cap-Vert, 15 joueurs ont foulé ce lundi la pelouse du stade Léopold Sédar Senghor. Le sélectionneur des Lions assure que le reste de l'effectif va rejoindre la tanière mardi. Le reste du groupe sera là ce soir.